Après 15 mois de guerre, le Hamas et Israël se sont entendus sur un cessez-le-feu entré en vigueur le 19 janvier 2025. Il s'agit ici de la deuxième trêve depuis le début de ce conflit. La précédente ayant eu lieu du 24 au 30 novembre 2023 et n'avait pas été reconduite après la libération de 20 otages israéliens et 60 palestiniens. La trêve en cours est perçue comme une lueur d'espoir pour les populations touchées par le conflit, tant israéliennes que palestiniennes, avec un besoin urgent d'aide humanitaire à destination de la bande de Gaza qui est devenue une région dévastée. Cependant, les défis liés à la reconstruction et à l'acheminement de l'aide humanitaire demeurent complexes. Sur le terrain, le Hamas est toujours implanté dans la bande de Gaza, tandis que l'armée israélienne porte maintenant son attention sur la Cisjordanie avec l'opération Mur de Fer. Au Liban, la trêve signée le 27 novembre 2024 entre le Hezbollah et Israël est bancale, après qu'Israël a déclaré étendre la durée de sa présence. Pour le moment, rien ne semble indiquer que cette trêve à Gaza sera définitive. Pour le dire simplement, nous avons là les clés d'une résolution militaire et humanitaire de la situation à Gaza à court terme, mais en aucun cas une garantie qu'elle se poursuivra à moyen terme, et encore moins une résolution politique et définitive du conflit israélo-palestinien en cours depuis 1948. N'hésitez pas à regarder nos anciennes vidéos puisqu'on traite les thématiques géopolitiques étape par étape et je fais du mieux pour structurer et vulgariser des questions aussi complexes que le conflit israélo-palestinien. Nous avons vu la position de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite, réaliser une brève analyse du Hamas, les défis de la coalition Netanyahou et tout ça depuis plus d'un an. Pour aller plus loin et nous soutenir financièrement, je rappelle que vous avez la possibilité de devenir membre donateur sur YouTube contre des petits bonus comme des emojis en commentaire ou avoir votre pseudo au crédit. Il existe la revue numérique Terra Bellum qui est une revue de géopolitique réunissant divers articles. Le lien de tous nos numéros est dans la description. Vous pouvez lire le sommaire et l'édito pour voir si des sujets vous plaisent avant de vous les procurer. Chaque denier nous aidera à financer les frais autour de la chaîne. Merci à tous pour votre fidélité et très bon visionnage. Vous trouverez les clauses complètes du cessez-le-feu sur internet. Je vais vous épargner le syndrome liste de courses et vous résumer l'essentiel pour ensuite poser une analyse de la situation. Tout d'abord, l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas vise, je le répète, à mettre fin au conflit en cours à Gaza et résoudre la problématique des otages, non pas mettre fin au conflit israélo-palestinien dans son ensemble. Tsahal, poursuivant son opération Mur de Fer dans la partie occupée au nord de la Cisjordanie contre les factions armées palestiniennes dont le Hamas et le djihad islamique. Le cessez-le-feu à Gaza est divisé en 3 phases. La première doit durer 6 semaines. 42 jours, durant lesquels les hostilités doivent cesser totalement à Gaza pour permettre 3 choses. La libération partielle d'otages, 33 des 90 otages estimés israéliens doivent être remis par le Hamas en échange de prisonniers palestiniens, le retrait partiel des forces israéliennes, notamment du corridor de Netzarim, pour permettre le retour des Nord-Gazaouis, avec un retrait complet prévu dans les phases ultérieures. Et enfin, une augmentation des livraisons d'aide humanitaire à Gaza et la reconstruction. La question des otages est le principal moteur de ce cessez-le-feu pour les deux belligérants. Les otages sont au cœur du débat politique en Israël depuis le 7 octobre et constituent le principal reproche fait à Netanyahou par l'opposition et les familles des victimes. Pour Netanyahou, la libération des otages est, avec la destruction du Hamas, un des 2 buts de guerre énoncés. Régler cette question est donc capital pour apaiser les critiques et plus encore s'il décide de poursuivre les opérations militaires dans la région. Le problème, c'est que sur les 90 otages supposés, 60 auraient déjà été tués dans les combats, selon le Hamas. Aussi, la liste que devait fournir le Hamas à Israël sur le statut des otages n'a pas été donnée dans sa totalité. Pour le dire simplement, Israël ne connaît pas le véritable statut des otages qui sont la principale monnaie d'échange de ce cessez-le-feu et garantissent la pérennité de cette première phase. Car les otages sont aussi un levier pour le Hamas, d'où l'ambiguïté autour de leur statut. Un otage israélien est échangé contre des dizaines de prisonniers palestiniens, dont des combattants. Et ce sont aussi de précieux jours de répit pour la bande de Gaza, et donc pour le Hamas. C'est pourquoi, à l'instant où je vous parle, le cessez-le-feu est fragile, et on peut tout à fait concevoir la phase numéro 1 comme une phase de répit qui permet à l'armée israélienne d'un côté de se concentrer sur d'autres fronts, et au Hamas de se reformer dans la bande de Gaza, plus qu'une solution durable.
D'un point de vue moins fataliste, cette première phase est un soulagement temporaire qui permet enfin à Israël de rapatrier une partie de ses otages, ceci tandis que les centaines de milliers de réfugiés palestiniens entassés au sud de la bande peuvent regagner les ruines de leurs habitations au nord de Gaza, après l'ouverture du corridor de Netzarim par l'armée israélienne. Début mars 2025 marquera la fin de cette première phase avec des discussions supplémentaires pour prolonger la paix, libérer d'autres otages s'ils sont encore en vie et des solutions politiques concernant Gaza, le tout surveillé par l'Égypte, le Qatar et les États-Unis. Mais nous ne sommes pas encore là. Ce qui caractérise ce conflit de 15 mois, c'est l'état de guerre intégrale qu'il a suscité et du bilan humain des deux côtés, particulièrement quand on la compare aux précédentes guerres de Gaza qui se caractérisaient par des opérations courtes de quelques jours à quelques semaines. Côté palestinien, depuis le 7 octobre, le chiffre de 47 000 morts civils et combattants est évoqué pour plus de 110 000 blessés et 11 000 disparus. Ces chiffres ne sont pas à jour depuis novembre 2024. Le bilan israélien s'élève lui à plus de 1600 morts civils et combattants et à 8000 blessés, principalement dans le début de la guerre en Israël. L'armée israélienne a officiellement perdu 62 Merkava et plus de 150 autres véhicules blindés dans son opération à Gaza. Ces chiffres ne sont bien sûr que des estimations auxquelles il faut y ajouter les opérations en cours en Cisjordanie et la guerre du Sud-Liban. Dans cette guerre intégrale, les services de renseignement israéliens ont démontré leurs compétences pour neutraliser les dirigeants adverses, que ce soit à Gaza, au Liban, en Syrie et en Iran, tandis que Tsahal a méthodiquement mis en place un plan qui s'appuie sur 4 corridors, Mefalzim, Netzarim, Kisufim et Philadelphie, pour fragmenter le territoire de la bande de Gaza et faciliter son contrôle. Israël a fait le choix de limiter ses pertes militaires en rasant les zones urbaines, ce qui a conduit à la destruction de 60% des bâtiments de Gaza selon les Nations Unies. Cette campagne de démolition a indéniablement limité les pertes israéliennes, mais a considérablement accru les pertes civiles palestiniennes, suscité de vives critiques à l'international et a même été critiquée en Israël pour avoir mis en danger les otages. Politiquement, en Israël, le bilan de cette guerre est ambigu. Souvenez-vous de notre vidéo sur la crise israélo-égyptienne. Israël aurait souhaité que les réfugiés palestiniens regroupés dans le sud de la bande se rendent en Égypte. L'objectif n'étant pas pour eux d'aller faire bronzette sur les bords du Nil, mais de libérer le terrain pour ouvrir la porte à la colonisation du territoire gazaoui. C'était en tout cas là le projet avoué des éléments les plus radicaux du gouvernement Netanyahou, comme le ministre Ben Gvir du parti Puissance Juive ou du ministre Bezalel Smotrich du parti national religieux. Le vote en faveur du cessez-le-feu le 19 janvier a d'ailleurs divisé le gouvernement de coalition et entraîné la démission de 3 ministres du parti Puissance Juive qui étaient en faveur d'une poursuite de la guerre. Cette crise politique intervient 2 mois après le limogeage du ministre de la Défense Yoav Gallant par Netanyahou qui a démissionné le 1er janvier 2025. Gallant est un cadre respecté ayant servi 35 ans dans l'armée israélienne. Il a souvent été en désaccord avec Benjamin Netanyahou sur la question de la guerre à Gaza, notamment en ce qui concerne la nécessité de négociations diplomatiques pour obtenir la libération des otages israéliens. Alors que Gallant plaidait pour des efforts diplomatiques, Netanyahou insistait sur une pression militaire continue sur le Hamas. Dans son plan d'après-guerre, tout en visant l'élimination du Hamas de la bande, Gallant s'opposait aussi à toute présence civile israélienne après la guerre. Une vision et des buts diamétralement opposés à celle des radicaux religieux et visiblement de Netanyahou. La démission de Yoav Gallant a retiré une partie du soutien de l'armée à Netanyahou et a indéniablement joué un rôle indirect dans la conclusion de l'accord de cessez-le-feu. Il est difficile d'établir un état des lieux de la structure du Hamas. De nombreux cadres et combattants ont été éliminés dans cette opération. Néanmoins, le groupe conserve son antenne politique avec un bureau au Qatar, tandis que sa présence politique en Turquie est avérée. Et surtout qu'ils ont conservé leur assise vitale à Gaza, voir ici notre vidéo sur le Hamas. La stratégie de la table rase en zone urbaine a donc montré ses limites. Le Hamas, bien qu'affaibli, continue d'afficher sa présence sur le terrain, tandis que les libérations d'otages sont pour l'organisation l'occasion de sortir des souterrains afin de s'exposer et démontrer leur capacité à agir malgré les pertes. Ces capacités militaires ont indéniablement été sapées par Israël, mais la campagne de destruction a aussi constitué un terreau fertile pour regarnir ses rangs, qui auraient, selon l'ancien secrétaire d'État américain, recruté presque autant de combattants qu'ils en ont perdu. 10 000 à 15 000 combattants recrutés depuis le début de la guerre d'octobre, selon les États-Unis, de quoi affirmer que l'objectif de neutraliser le Hamas est loin d'être accompli.
La destruction du Hamas n'a pas été atteinte et la libération des otages est en cours. La question, c'est de savoir maintenant si Netanyahou aura l'aval et le soutien de Tsahal pour poursuivre ou non une opération à Gaza. Et estime-t-il aussi, tout simplement, avoir les moyens non seulement militaires, mais aussi politiques de parvenir à la destruction totale du Hamas. Car la guerre contre le Hamas devient plus que jamais politique en Israël. Avec la démission de Galland, puis des éléments les plus radicaux de son gouvernement, Netanyahou se retrouve dans un tir croisé qui le place dans une situation politique délicate. Benjamin est un fin politicien, mais le contexte actuel devrait le contraindre à poursuivre un cessez-le-feu pour, à minima, accomplir l'objectif de libérer les otages. Dans le même temps, le cessez-le-feu au Liban demeure fragile, tandis que la situation au sud-Liban est toujours épineuse, et bien que le cessez-le-feu aurait été reconduit jusqu'au 18 février 2025, rien ne laisse présager pour le moment un retrait des troupes israéliennes qui réclament une zone tampon supervisée par l'armée libanaise et des casques bleus jusqu'au fleuve Litanie. Mais alors, on peut se demander qu'a gagné Israël dans cette guerre. Les regards sont braqués sur Gaza. Le cessez-le-feu, les otages, la situation humanitaire ou même la résilience du Hamas, toujours présent à Gaza. Le président Donald Trump le sait très bien, et il ne fait d'ailleurs que commencer son mandat. C'est pourquoi il a dans le même temps énoncé dans une proposition choc le nettoyage de Gaza, en déplaçant les populations palestiniennes vers l'Égypte et la Jordanie. Proposition qui n'est pas sans rappeler celle de Ben Gvir et qui ouvrirait la porte à la colonisation et l'annexion de Gaza. Proposition qui a été rejetée par l'Égypte et la Jordanie pour des raisons évidentes qu'on évoquait déjà dans notre vidéo sur la crise israélo-égyptienne l'année dernière. Pour autant, rien n'exclut qu'il s'agisse là d'un projet à terme. L'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche devrait amortir l'échec relatif à Gaza. On l'a vu déjà avec le gel de l'aide étrangère américaine pour une période de 90 jours dont Israël est exempt. Et il est plus que probable qu'en échange de maintenir le cessez-le-feu à Gaza, Israël se voit accorder des concessions, en particulier en Cisjordanie. Donald Trump a par exemple levé les sanctions américaines sur les colons israéliens en Cisjordanie tout en évoquant la possibilité pour Israël d'annexer certaines colonies en Cisjordanie. C'est ce qu'évoquait déjà le ministre Bezalel Smotrich lors de la victoire de Trump en novembre 2025. Ceci alors que la récente opération militaire Mur de Fer en Cisjordanie occupée pourrait bien appuyer ce projet. Les prochaines élections législatives israéliennes ne sont qu'en octobre 2026, tandis que Donald Trump vient à peine de débuter son mandat de 4 ans. Pour la faire courte, la paix prépare la guerre et il est tout à fait possible que Benjamin Netanyahou lâche du lest à Gaza, règle la question des otages, stabilise sa politique interne et s'occupe de la Cisjordanie avant de rebondir. Nous verrons de quoi l'avenir sera fait. Je prépare déjà une prochaine vidéo d'anticipation sur le conflit israélo-palestinien avec l'arrivée de Donald Trump. Je rappelle qu'il s'agit ici de vidéos de synthèse où je me base sur une tendance et les données à disposition pour vous illustrer les principales lignes. Je compte sur vous pour aussi enrichir cette vidéo en commentaire. Le j'aime a son importance et même si ce n'est pas une vidéo de chat, vous pouvez aussi partager. N'oubliez pas que Terabellum c'est une petite chaîne artisanale. Pour maintenir le rythme et faire tourner la chaîne, on dépend de la publicité YouTube et des sponsors habituels. C'est la crise, mais si vous voulez nous aider, vous avez la possibilité de devenir membre donateur sur YouTube contre des petits bonus, ça va des emojis en commentaire ou avoir votre pseudo de visible au crédit de l'émission. Je vous renvoie aussi pour les plus érudits qui veulent briller en société vers le 10e numéro de la revue Terabellum. Grâce à nos contributeurs, on y parle de la politique urbaine de la cité-état de Singapour, la dissuasion nucléaire russe, le pétrole du Venezuela, la compétition sino-coréenne dans l'e-sport, le Salvador, le corridor économique IMEC et d'autres sujets que je vous invite à découvrir en cliquant sur le lien en description. Merci aux membres YouTube qui nous soutiennent, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, merci à tous pour votre fidélité et à la prochaine.